Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à cette masterclass spéciale aujourd'hui où nous allons parler de l'art subtil de la persuasion. Nous allons ensemble passer au peigne fin quelques éléments qui permettent de rendre un discours persuasif et nous allons, à chaque moment, si vous avez des questions pour ceux qui nous prennent pour la première fois, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou bien il y aura des séquences où je vais m'arrêter pour pouvoir vous permettre de poser également des questions. La formation sera participative, ça veut dire qu'à chaque moment, je vais interagir avec vous pour vous permettre de pouvoir être acteur de cette formation, de cette masterclass spéciale. J'ai envie de dire, à quel moment est-ce qu'on fait un discours persuasif? À quel moment est-ce qu'on parle de persuasion? Qui veut nous aider avec la réponse à cette question que nous nous posons tous? À quel moment est-ce que nous faisons un discours persuasif? Et si possible, c'est quoi un discours persuasif? S'il n'y a pas de volontaires, je peux interroger des volontaires, hein. Donc, ça sera des volontaires désignés. Oui, Yvette comme volontaire, Alors, bonsoir à tous. ça? Oui, discours de persuasion, c'est quand on veut passer un message, on veut demander, il y a une situation et on demande le changement. D'accord, Donc, on fait un discours de persuasion pour demander aux gens de passer, soit passer à l'action. d'accord, d'accord. Super, en tout cas, merci pour la contribution. Donc, le discours persuasif est utilisé dans les situations où l'orateur souhaite influencer généralement l'opinion, les attitudes ou les actions de son auditoire. Nous avons vu que il y a plusieurs types de discours. Il y a les discours dits où l'on donne des informations essentiellement au public. Nous avons des discours qui sont humoristiques. Dans ces cas de discours, c'est beaucoup plus l'humour qui prime. Nous avons deux catégories de discours après, les discours persuasifs et les discours inspirants. Ce sont les discours dans lesquels l'on cherche à modifier quelque chose chez l'auditoire. Et le discours de persuasion, généralement, il y a certains contextes dans lesquels nous les faisons. Ces contextes-là, c'est d'abord lorsque l'on veut défendre une cause ou un projet, lorsque l'on veut faire la promotion de produits ou de services, lorsque l'on veut parler d'éducation, de sensibilisation. On fait des discours persuasifs également dans les cadres politiques lorsqu'il y a des élections. On fait des discours persuasifs pour les réunions professionnelles et certaines présentations d'affaires lorsque l'on veut motiver. Et en dernière position, et là, surtout un discours persuasif lorsque nous sommes dans un cadre d'un débat, surtout un débat contradictoire et ou une négociation. Voilà un exemple d'endroit où l'on utilise des discours persuasifs. Vous devez savoir que la liste n'est pas exhaustive, mais dans ces cadres-là, nous utilisons beaucoup plus des discours persuasifs. Comment est-ce que ces discours persuasifs-là, nous les faisons? Nous allons, je vous ai partagé un document. Est-ce que vous avez tous reçu le document que je vous ai partagé? Qui n'a pas reçu le document que j'ai partagé? J'ai envie de dire qui sont ceux qui ont déjà commencé à lire le document que je vous ai partagé. Moi, j'ai vu le document, D'accord? mais c'est maintenant que TM Dongo m'a envoyé.
D'accord, ok. Donc, ceux qui se sont inscrits un peu plus tôt, généralement, ont reçu le document un peu plus tôt. Donc, pour les autres, ce n'est pas grave. Nous allons quand même passer au peigne fin le contenu de cela, du document. Donc, le discours persuasif vient pour venir aider à modifier. Mais si on doit modifier un comportement, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose que les gens faisaient avant. Les uns et les autres avaient certains comportements qu'ils adoptaient. Et c'est tout cela que nous venons pour venir modifier. Excusez, il y a quelqu'un qui demande le lien, je vais en voir rapidement. Donc, c'est ce que nous venons modifier. Et cette modification passe par plusieurs étapes. Il y a une histoire de logique. Donc, nous avons la logique, nous avons la structure du raisonnement que nous devons en tenir compte. Et vu que nous sommes dans un cadre de persuasion, la logique a, il y a une méthode de raisonnement. Et cette méthode-là, c'est telle que nous allons connaître maintenant. Donc, je vais vous partager les différents types de raisonnement logique que nous pouvons avoir. Ce que nous devons savoir, c'est que le raisonnement logique est un processus intellectuel structuré qui permet de relier des faits et des informations pour arriver à une conclusion cohérente. En art oratoire, le raisonnement logique est un atout essentiel car il rend un discours plus convaincant. Il y a plusieurs types de raisonnement logique. Il y a le raisonnement qu'on appelle le raisonnement déductif. Généralement, dans le raisonnement déductif, on part d'une règle générale pour arriver à une conclusion spécifique. Je fais ces PowerPoint-là, il y a beaucoup de textes là-dedans parce que c'est un peu de littérature et je vais vous envoyer cela après pour que vous puissiez lire tranquillement tout le contenu pour vous rappeler et vous remémorer ce que nous aurons fait. Donc, on part du général pour venir au particulier. Dans ce raisonnement déductif, nous avons quelques exemples que j'ai eu à mettre en place. On va dire, par exemple, comme prémisse, tous les mammifères possèdent un cœur. Ça, c'est ce qui est général. Les mammifères possèdent un cœur. De façon spécifique, on voit que le dauphin est un mammifère. La conclusion, donc, est tirée, c'est que le dauphin possède un cœur. Ici, la conclusion est évidente parce que nous avons commencé par le cadre général. Si on dit que tous les hommes ont une tête et que on dit que Dongo est un homme, ça veut dire que Dongo a une tête. Aussi simplement, c'est une déduction. Je veux un volontaire pour me lire le deuxième exemple dans le domaine social. Je vais y aller. Oui, allez-y. Prémisse générale. Toute personne qui respecte les règles de conduite est un bon conducteur. Spécifique, Marc respecte toujours les règles de conduite. Conclusion, Marc est un bon conducteur. Voilà. Ce raisonnement démontre une conclusion inévitable en appliquant une règle générale à une situation précise. Voilà. Donc, on part du général pour venir vers le particulier. C'est ce qu'il faut retenir simplement. Nous avons le raisonnement inductif. Lui, c'est un peu l'inverse de l'autre. On part de plusieurs observations individuelles pour arriver au général. Lisez l'exemple, le premier phénomène naturel.
Allez-y, c'était Tia Mazago, non? D'accord. Donc, comme premier exemple, nous avons le soleil s'est levé à l'est hier. Le soleil s'est levé à l'est aujourd'hui. On déduit donc que, on induit que donc que le soleil se lève toujours à l'est. Donc, on observe les éléments individuels et puis après, on part vers, j'ai envie de dire, la généralité ou l'ensemble. Nous avons un deuxième contexte que nous avons mentionné. Les enfants qui dorment au moins 8 heures par nuit semblent être en meilleure santé. Les enfants qui dorment au moins 8 heures par nuit obtiennent de meilleures notes. Conclusion, dormir au moins 8 heures par nuit améliore la santé et les performances scolaires des enfants. Donc, vous voyez, on utilise des éléments qui sont un peu détachés et on en fait comme une conclusion. Nous avons un troisième type de raisonnement qui est, lui, abductif. Un volontaire pour lire? Je peux lire, Oui, allez-y. docteur Louboué? Oui, allez-y. Je peux? OK. Le raisonnement abductif cherche la meilleure explication possible pour une observation donnée sans pour autant fournir une certitude absolue. C'est le type de raisonnement souvent utilisé dans le diagnostic médical, scientifique, etc., où l'on observe des indices et l'on propose une hypothèse qui semble logique et cohérente, même si elle n'est pas garantie. Voilà. Structure, observation, un fait ou une situation observée, hypothèse, la meilleure explication possible pour ce fait. Quelques exemples, allez-y. Exemple de diagnostic médical, observation. Un patient a de la fièvre, des maux de tête et une fatigue extrême. Hypothèse, le patient a probablement la grippe. Bien que d'autres maladies puissent causer des symptômes similaires, la grippe est une hypothèse plausible selon les observations. Exemple, dans un environnement de travail. Observation. Les employés d'une entreprise sont moins engagés et la productivité est en baisse. Hypothèse. Il est probable que les employés se sentent démotivés en raison d'un manque de reconnaissance. Bien que ce ne soit pas la seule explication possible, l'hypothèse de la démotivation semble la meilleure explication plausible à partir des observations. Merci beaucoup. Donc, voici les trois éléments que nous avons. Nous avons le raisonnement déductif, nous avons le raisonnement inductif et puis nous avons le raisonnement abductif. Quand on finit ça, on a quelques éléments d'un raisonnement. Donc, on va nous parler de prémices. Prémices, c'est un peu ce qu'on voit, ce que l'on constate. On va vers la conclusion et puis une structure. On nous dit quoi? Que les prémices sont les points de départ du raisonnement logique. Ce sont les propositions ou bien les faits ou les idées qu'on accepte comme vraies sur lesquelles on va partir pour faire le raisonnement. Donc, on va parler de qualité de prémices. Pour que la conclusion soit fiable, il faut que les prémices doivent être véridiques, bien sûr, et puis fondées sur des faits solides, pas sur des suppositions ou bien des opinions. Si on fonde nos prémices sur des suppositions ou des opinions, on part directement, j'ai envie de dire, en brousse. Donc, il faut que les prémices soient basées sur des faits. Je prends un exemple là qui vient de me venir en tête tout de suite. On voit quelqu'un, par exemple, bon, ça arrive beaucoup avec les dames. Donc, une dame voit votre mari entrer dans un hôtel avec une autre dame.
qui n'est pas vous. Elle vous appelle pour vous dire, allô, allô, ma copine, ton mari te trompe, voici, voici, je l'ai vu ici. Ce sont des prémices qu'elle a vues. Et ce qu'elle vous donne, en réalité, elle vous dit que votre mari vous trompe. Mais est-ce que quand on entre dans un hôtel, c'est forcément pour faire ce à quoi l'on pense? On peut aller dans un hôtel dans le cadre d'un travail. On peut aller dans un hôtel même pour aller, j'ai envie de dire, visiter ou faire des choix. Chez nous, par exemple, nous allons accueillir une très grande conférence en Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, il faut bien visiter tous les hôtels. Donc, entrer dans un hôtel n'est pas forcément signe de tromperie. Donc, vu que les prémices que l'autre vous aura données sont faux, automatiquement, vous entrez dans tous vos états et puis vous prenez des décisions qui ne sont peut-être même pas en adéquation avec la réalité. Là où l'ami vous a vu, enfin a vu l'homme, ce qu'elle aurait dû dire, je viens de voir votre mari X ou Y rentrer dans un hôtel accompagné d'une dame, par exemple. Ça, ce sont les faits. En ce moment-là, on va chercher après à savoir, bon, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, pourquoi est-ce qu'ils y sont allés. Mais quand on dépose les prémices d'une autre façon, l'émotion y entre et puis, bon, tout se mélange. Il faut que les prémices soient suffisamment claires et bien formulées, sans ambiguïté, sans émotion de la personne qui raconte les faits. J'ai lu, je crois, un livre où il y avait un peu la même chose, où c'était en guerre. Donc, les soldats étaient en guerre et puis le commandant reçoit l'appel de la sentinelle. La sentinelle, c'est celui qui est placé généralement au début. Il peut être sur un truc comme échafaudage en haut et il regarde. Donc, il appelle son commandant et puis il dit, ça tire dans tous les sens. Nous sommes envahis par l'ennemi. D'après vous, ou bien selon vous, qu'est-ce que le commandant peut prendre comme décision? C'est une question que je vous pose. Quelle décision le commandant peut prendre quand il dit que nous sommes envahis de partout, l'ennemi est partout? Qui veut nous aider avec une proposition de réponse? Qu'est-ce que le commandant peut faire? Quelle réaction est-ce qu'il peut avoir? Yes, donc moi je dirais préparons-nous à l'attaque. D'accord. Quelqu'un d'autre? Quelle réaction est-ce que le commandant peut avoir? Je pense que le commandant va penser à renforcer l'équipe qui est sur place parce D'accord. qu'ils sont envahis. D'accord. Qui d'autre a quelque chose encore à ajouter comme information? Comment le commandant va se sentir selon vous? Je dirais que le commandant peut demander plus d'informations. Envahis, ils sont à l'est, à l'ouest, la situation. OK. Donc, vu que les prémices contiennent beaucoup les émotions de celui qui a regardé, qui a observé, le commandant ne peut pas prendre de décision objective. Alors que si le guetteur ou bien la sentinelle dit, je vois une colonne de peut-être 100 hommes armés qui viennent de l'Est et 50 armés de, par exemple, ils donnent le type d'armes qu'ils ont ou bien de camions venant vers l'Est. Les idées sont plus claires dans la tête du commandant. Attention, j'ai 100 hommes qui viennent avec des fusils à l'Est. Et puis, du côté ouest, j'ai peut-être 50 véhicules qui arrivent. En ce moment, le commandant a beaucoup plus de chances de prendre une décision objective. Est-ce qu'on se comprend? Dans ce cadre-là, le commandant a beaucoup plus de chances de prendre une décision objective. Il peut dire, troupe A, allez faire front à l'Est, troupe B, composée par exemple, de véhicules, de roquettes et autres, aller sur le côté où il y a les véhicules, parce que là où il y a les véhicules, il faut peut-être plus d'éléments techniques pour pouvoir immobiliser même ces véhicules avant de chercher à attaquer ceux qui sont à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est très important de pouvoir faire attention aux différents prémices lorsque nous sommes en train de relater des faits.
Donc, le nombre et la cohérence des prémices pour terminer. À côté de cela, nous avons bon, les structures, on va laisser la structure. Il y a certaines erreurs qu'il faut éviter. Les erreurs de logique, on les appelle les sophismes. Ce sont des pièges de raisonnement qui affaiblissent un discours en introduisant des conclusions vraiment fallacieuses ou des arguments qui ne sont pas à leur place. Donc, il faut bien connaître ces erreurs-là avant de continuer. Un volontaire pour nous lire l'erreur sur la généralisation active. Docteur Leboué, allez-y. Est-ce que l'on me reçoit? Oui, mentor, on vous suit. Donc, allez-y. Très bien. Pour la Le sophisme de généralisation active. Ce sophisme survient lorsque l'on tire une conclusion générale à partir d'un échantillon trop limité ou des cas isolés, sans preuve suffisante pour justifier cette généralisation. exemple. Exemple, j'ai rencontré 2 avocats malhonnêtes. Donc, tous les avocats sont malhonnêtes. Exemple de ici, une conclusion large est tirée d'un échantillon restreint, ce qui manque de logique et de fiabilité. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous voyez ici, comme j'ai rencontré 2 personnes malhonnêtes, je dis que toute la corporation est malhonnête. C'est un peu pas les cheveux. Donc, il faut éviter ce genre de conclusion directe et rapide. À côté de cela, il y a un autre type que l'on appelle l'appel à l'émotion excessif. C'est-à-dire, on veut vraiment que les gens aient trop d'émotions. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Faut pas chercher à influencer le raisonnement. Ici, nous ne sommes pas dans de l'inspiration, nous sommes dans la logique. Donc, la logique utilise beaucoup plus les faits. Exemple, si vous n'acceptez pas ce projet, vous allez décevoir tous ceux qui croient en vous. Bon. Donc, comme on se dit on ne veut pas décevoir, on va, par exemple, accepter. Non, 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 ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller modifier, en fait, les choses de cette façon. On dit ici, l'argument repose uniquement sur la culpabilité et non sur des données concrètes ou logiques. Il y en a un autre qui va venir après, qui ressemble un peu à ce qu'on vient de dire, vous allez constater. Donc, l'argument de l'autorité. On dit ce médicament doit être efficace car il a été recommandé par une célébrité. Ici, la célébrité peut ne pas avoir de compétences en médecine, rendant l'argument peu pertinent. Et on fait beaucoup ce genre d'erreurs-là. Comme c'est un tel qui nous a donné, du coup, on supprime tout ce qui est règles de contrôle et puis on utilise. Arrivé devant, on se rend compte que ce n'est pas bon, que nous sommes passés à côté. Le faux dilemme, c'est ce que je dis qui se rapproche un peu du premier qu'on avait donné. Si vous en êtes, soit vous êtes pour ce projet, soit vous êtes contre le progrès. Donc, on demande aux gens de prendre une décision radicale, c'est-à-dire c'est comme si on va sur le oui ou non. Dans ce cadre de persuasion, on doit réussir à modifier leur comportement, pas sans qu'ils ne se sentent obligés. Donc, nous étalons tous les faits, tous les arguments qu'il faut. On dit ici, on ignore d'autres alternatives ou nuances. On crée un raisonnement qui est biaisé. Oui, ma très chère Nicole veut poser une Oui, question. oui, juste pour qu'on explique un peu comment
regrouper les deux. La page précédente, non, avant même la précédente, ça fait déjà 2 pages. Parce que c'est mis, euh, il faut, voilà, combiner toujours pathos et logos. Comment combiner les deux? C'était pas clair tout à l'heure quand c'est passé. Oui. Je vais venir en fait sur le logos, le pathos. C'est pourquoi je suis pas entré en profondeur sur cette appellation-là. D'accord. Donc, on va y revenir. Donc, il faut éviter le faux dilemme. Il faut éviter aussi la pente glissante. Si nous autorisons les téléphones en classe, bientôt les étudiants feront tout ce qu'ils veulent et il n'y aura plus de discipline. Ici, l'argument suggère une conséquence extrême, sans fondement pour justifier ce qu'il se vend. Bon, on va laisser le ad hominem et puis parler un peu d'ici, la corrélation cause-effet. L'exemple, depuis que la nouvelle direction est arrivée, les ventes ont augmenté. Donc, c'est grâce à eux. Ici, on ignore d'autres facteurs possibles ayant influencé la hausse des ventes. Plusieurs éléments peuvent être à l'origine d'une hausse, mais on va directement pour dire, attention, c'est parce que c'est lui-là, c'est pour ça que nous avons réussi. Je vais sortir un peu de ce cadre-là pour venir dans un autre domaine pour vous parler du principe fondamental de la persuasion logique. J'espère que c'est pas trop technique. De toutes les façons, après, on va pouvoir expliquer un peu mieux. Mais si c'est un peu trop technique, vous pouvez toujours me demander d'expliquer, je vais le faire. Vous avez la possibilité, vous aussi, de pouvoir faire des contributions si vous avez des éléments que vous voulez qu'on explique. Donc, dans le document que je vous ai donné, nous avons dans le titre 2 3 principes de base qui permettent de structurer, attendez que j'ouvre ma caméra, vous allez me voir, de structurer un message convaincant et raisonné. Nous avons le logos, le pathos et puis l'éthos. Ces principes sont issus de la rhétorique classique. Comme je vous le disais, la plupart de là où on cherche la persuasion, on cherche à convaincre. Et là où on cherche le mieux à convaincre, c'est dans des discours où l'on parle beaucoup de rhétorique, donc dans des débats. Cela a été illustré par un violoniste. Il a fait un concert, j'ai un peu oublié son nom, je sais que je l'avais noté quelque part, Joshua Bell, voilà. Joshua Bell a fait un concert, un très grand concert dans un opéra où les prix étaient vraiment très élevés. Si on voulait, par exemple, je crois que c'était à, je sais plus, près de 1000 ou 500 euros comme ça, l'entrée pour une seule personne. La salle était pleine. Le lendemain, c'est-à-dire le lendemain simplement, il a joué la nuit, le lendemain, il est venu se mettre dans la rue. Il a joué la même chose qu'il a eu à jouer dans l'opéra. Personne ne l'a regardé. À la limite, quelques personnes, peut-être 3, 4 personnes se sont arrêtées, l'ont regardé un tout petit peu jouer et puis sont passées à autre chose. Ils n'ont même pas duré devant lui. Le jour qui a suivi, il est allé au métro, à la gare du métro. Tous ceux qui descendaient du métro le voyaient jouer. Il a joué, joué, joué et aussi longtemps. Et c'est peut-être 2 ou 3 personnes seulement qui sont venues lui donner quelques billets pour lui dire merci, comme s'il était un mendiant.
En tout cas, cette expérience l'a fortement marqué et il a compris que certains éléments guidaient le public. Ces éléments-là, c'est le logos, le pathos et l'éthos. Le logos, ça va être pour nous la base rationnelle et logique du discours. Le logos représente la logique, la rationalité. C'est le pilier central de l'argument persuasif. Si vous voulez, c'est le contenu de tout ce que nous allons dire. Dans ce logos-là, on va utiliser les preuves tangibles et palpables. On va utiliser les statistiques, les études de cas, des faits vérifiables, des exemples pertinents. Tout ça, nous devons trouver pour venir convaincre notre auditoire. Mais à côté de cela, nous ne devons pas et absolument pas occulter quelque chose qui est super important. C'est le pathos. Le pathos fait appel à la raison émotionnelle. Il faut mettre quelques doses d'émotion dans notre discours. Sinon, le message ne va pas passer jusqu'au bout. Et c'est pourquoi la chose qui touche le plus à l'émotion, on nous dit que c'est l'histoire. Il faut trouver une histoire à raconter. Si tout notre discours n'est pas une histoire, il faut par moment trouver ne serait-ce que quelques petites doses d'histoire pour venir raconter. Ces histoires-là vont permettre de solidifier le contenu que nous sommes en train de dire. Parce que nous sommes tous des êtres d'émotion. C'est cette émotion-là qui va faire que le public va rester connecté aussi un peu plus longtemps et se sentir touché par ce que nous sommes en train de faire, par ce que nous sommes en train de dire. Et puis, à la fin, il va falloir de l'éthos. L'éthos, ça va être l'image de l'orateur, la crédibilité de cet orateur-là. Donc, en quoi est-ce qu'il est crédible? Est-ce que quelqu'un comme moi qui ne suis pas médecin, si je viens parler, par exemple, nous sommes dans le mois d'octobre, je viens parler de cancer, par exemple, de sein, ou de n'importe quel type de maladie ou de pathologie, est-ce que je suis crédible face à cet auditoire qui est devant moi? Non, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible. Et c'est pourquoi, généralement, dans tout ce que vous allez faire, on va demander à ce que vous ayez de la connaissance. Vous n'êtes pas obligé d'être expert dans le domaine, mais vous devez avoir de la connaissance dans le domaine, ou bien vous devez avoir pratiqué. Et c'est cela qui va vous donner l'image que l'on cherche pour la crédibilité de ce que vous attendez de votre auditoire. Le raisonnement logique dans le cadre d'un discours persuasif va s'appuyer donc sur ces trois choses. Le contenu, c'est-à-dire la parole, le raisonnement logique, sur le pathos, donc tout ce qui est émotion et autres, la connexion avec l'auditoire, et puis de l'éthos. Dans le cadre de notre violoniste qui a fait chou blanc dans la rue et dans le métro, ces éléments-là n'étaient pas tous réunis. Il avait le logos, c'est-à-dire la compétence technique dans ce qu'il jouait. C'était le même violon. C'est sa même performance. Il est toujours bon, il est toujours fort. Mais il lui manquait le pathos et puis l'éthos. Est-ce que ceux qui sont dans la rue savaient que c'était un grand violoniste? Non, ils ne savaient pas que c'était un grand violoniste. Donc, on n'avait aucune image, on n'avait rien sur la crédibilité de notre joueur, de notre
instrumentaliste. À côté de cela, est-ce que l'endroit était propice? Est-ce que l'endroit était approprié? Non, l'endroit n'était pas approprié. Parce que quand les uns et les autres se déplacent pour aller à l'opéra, ils s'attendent à aller rencontrer un spécialiste pour jouer quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux pour eux. Alors que quand ils sont dans la rue, leur premier objectif, c'est de passer et de vaquer à leur occupation. Du coup, ils ne sont pas disposés à cela. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne savaient pas qui était en train de jouer là devant eux. Dans notre cadre d'art oratoire, quand vous allez faire un discours, surtout persuasif, il va falloir chercher à faire un très beau contenu. Et ça, tout le monde cherche à le faire. Mais les deux autres, souvent, nous oublions cela. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais est-ce que d'après vous, si jamais le pape vient à Abidjan ici, qui ne porte pas ses habits de pape et qui se promène dans la rue, on va le considérer comme si c'était le pape? Je crois que non. On va le considérer comme un individu lambda. Or, si il se vêtit de tout ce qui est attribut papal, quel que soit là où il va partir, on va lui réserver tous les honneurs qui sont dus en son rang. Donc, il faut se mettre dans la peau de ce que nous véhiculons. Et c'est ce qui fait que dans les entreprises, généralement, quand ce sont des usines, même le directeur général a la combinaison de travail des employés. Il a la combinaison de travail des employés de l'usine. Le jour où il veut aller à l'usine, il se doit de porter cette combinaison-là pour montrer aux uns et aux autres qu'il est comme eux et qu'il partage les mêmes choses que ces personnes-là. J'ai envie de m'arrêter un peu ici pour un peu de séance de questions-réponses. Qui veut qu'on approfondisse quelque chose pour lui? J'ai une question, mentor Dango. Oui, allez-y, posez votre question. Ok, ma question est par rapport à l'éthos. Oui. L'éthos, si je comprends bien, c'est la crédibilité. Oui. Maintenant, l'exemple du joueur de violon, c'est un peu comme, je m'imagine, hein, quand on se rend quelque part, Oui. on ne, quelque part où on ne nous connaît pas encore. On ne peut pas commencer à dire à tout le monde, voilà, je suis. Oui. Comment on fait dans ce cas euh, pour montrer notre crédibilité? D'accord, merci. C'est-à-dire, on m'a pas encore donné la parole pour que je dise mon discours. Mais comment je fais pour que cet auditoire qui va m'écouter là connaisse ma crédibilité? D'accord, super. Généralement, dans ce cadre-là, un discours où il y a un auditoire, il y a forcément un thème qui vous a réunis, vous tous. Et les organisateurs savent qui vous êtes, c'est pourquoi ils vous ont appelé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un maître de cérémonie qui va appeler tout le monde. Donc, ce maître de cérémonie-là, généralement, va demander la présentation de chaque orateur avant qu'il ne passe. Et il peut même aller jusqu'à demander votre CV. Et c'est avec cela qu'il va vous présenter. Donc, à lui de vous mettre à la lumière pour dire, voici, nous avons le ou la spécialiste dont nous rêvons. Et c'est ce ou cette spécialiste-là qui va conduire le reste des activités. Donc, comme vous allez être présenté, dans ce cadre-là, vous n'avez pas véritablement besoin
de montrer que vous savez. Mais quand on va vous donner la parole, il faut bien confirmer que vous êtes expert dans ce domaine-là. Et c'est là que souvent, si vous n'êtes pas expert, vous allez voir que les gens vont commencer à se décourager. En tant qu'ils sont découragés, ils ne vont plus vous suivre. J'ai vécu un cas pareil jeudi, avant-hier jeudi. Je devais faire une formation dans une entreprise à Oratoire, une entreprise, un service public en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Je suis parti et je n'avais aucun document, absolument rien. Quand je suis arrivé, tous, il y avait des chefs de service, des sous-directeurs même, qui étaient présents sur cette formation des cadres. Et ils m'ont, presque tous ceux qui me demandaient, les organisateurs, même la présidente de leur mutuelle, est-ce que vous avez un PowerPoint? C'est-à-dire que tous ils s'attendaient à un PowerPoint qu'on va présenter et puis on va, voilà, suivre. Ils étaient tous étonnés. Je n'ai pas de PowerPoint. Je viens les bras ballants, absolument les bras ballants. Même mon téléphone était dans ma poche. Ils étaient tous étonnés. Et puis, ils me voient, ce sont des adultes. Donc, ils me voient un tout jeune qui vient là. Ils me voyaient un peu en bizarre. Mais bon, je suis déjà là. Donc, on va faire comment? Le présentateur, qui était le vice-président de la mutuelle des travailleurs, puisque c'était un jour de travail, hein, le jeudi à 10 heures. Donc, autorisation de leur directeur général et tout le monde était mobilisé. Il vient, mon CV était quand même rempli. Donc, quand il vient, qu'il commence à parler, lui-même, il va venir dire que vraiment, on l'a vu, il est venu sans rien. Bon, on était un peu étonnés, mais comme son CV est rempli, et il va commencer à citer quelques lignes du CV. Du coup, tous ceux qui étaient là, qui se posaient des questions sur la crédibilité du formateur, vous voyez que les choses sont en train de se dissiper. On dit que c'est un spécialiste, il a fait telle formation ici, là-bas et tout, tout, tout. Bon, ils sont un peu convaincus, mais il faut qu'ils voient. Ils m'ont donné une place quelque part au VIP. Mais ils avaient fait une salle qui ressemblait à un U. Donc, tout le monde était autour et il y avait de l'autre côté, oui, c'était censé être la projection. J'ai quitté mon siège et je suis allé m'arrêter là où il y a la projection. Donc, du coup, tout le monde me voit bien. Au lieu d'être assis à côté des sous-directeurs, je ne savais même pas que c'était les sous-directeurs qui étaient à côté de moi. Je suis allé m'arrêter pour 2 heures de formation. Quand j'ai commencé, à la fin, c'est eux-mêmes qui ont commencé à faire mes éloges. Pour dire qu'au début, ils avaient minimisé et même la portée même de la formation et tout et tout. Mais le contenu est venu renforcer la crédibilité. Et c'est eux-mêmes maintenant qui étaient en train de demander est-ce qu'il y allait avoir une autre formation. Donc, vous voyez, la crédibilité, c'est-à-dire les images que l'on donne sont très, très, très importantes. Certains auraient pu, dès qu'ils m'ont vu sortir pour aller dans leur bureau, mais heureusement, ils sont restés pour écouter au moins les premiers mots. Imaginez si mes premiers mots ne les accrochaient pas. C'est sûr qu'ils allaient aller faire d'autres choses parce qu'ils avaient d'autres chats normalement à fouetter. Et leur retour dans leurs différents groupes ont montré à ceux qui n'ont pas pu venir que, attention, ils devaient venir. Je vous assure que ce sont mes papas et mes mamans, mais je leur ai donné même exercice de maison qu'ils doivent faire pour rentrer. C'était juste une parenthèse pour montrer que il faut jouer, il faut toucher tous ces éléments. Le logos, le pathos et puis l'éthos. Dans le pathos, nous avons plusieurs fois ri dans la formation, plusieurs fois partagé des histoires, des anecdotes. Et c'est tout cela qui crédibilise l'orateur. Est-ce que c'est bon, sœur Aimée? Oui, merci beaucoup. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, a une préoccupation aussi, ou même un partage? Oui, coach, par rapport à Oui, la présentation du jeudi, d'accord, oui. est-ce que, est-ce que au lieu de le faire, Je ne vous entends plus, hein. Je crois que votre micro est fermé.
Oui, c'est ouvert maintenant. C'est vrai. Merci. Pour l'exemple du jeudi, Oui, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'y aller avec un PowerPoint? Parce que généralement, dans la maîtrise des présentations, il est conseillé de laisser des écrits. d'accord. Parce que lorsque Mhm. l'être humain entend et voit, Mhm. il capte mieux. Le PowerPoint permettrait, dans ce cas précis, à votre auditoire de voir également l'écrit et de mémoriser davantage ce que vous allez leur dire. Donc, c'est par rapport à l'exemple que je dis, est-ce qu'il ne fallait ajouter un PowerPoint dans ce cas? En plus des exercices, bien sûr. Bon, je ne sais pas pourquoi votre micro a tendance à se fermer à chaque moment, mais je crois que j'ai compris l'essentiel de ce que vous étiez en train de dire. Dans mon cas, je ne suis pas parti avec un PowerPoint parce que je voulais qu'ils écrivent. Souvent, quand c'est projeté, ils sont plus concentrés à lire ce qui est écrit. Et je vous assure, bon, c'est vrai que c'est la première fois que vous êtes avec nous, mais quand je fais un PowerPoint, même quand je décide de faire un PowerPoint, à part aujourd'hui où là, c'est beaucoup de texte parce que pour aujourd'hui, là, c'est beaucoup technique et littéraire. Quand je fais un PowerPoint, je vous assure que souvent, il n'y a que deux mots. Tout le reste, c'est image. Donc, même si je faisais un PowerPoint pour partir là-bas, il n'allait pas avoir quelque chose à écrire. Donc, ce qu'ils devaient écrire, quand on doit arriver là où on doit écrire, ils écrivent. C'est comme ça que j'ai voulu, en fait, la formation. Mais après, je vais leur donner un document. Je vais leur donner un document qui va retracer tout, de sorte à ce que, bien après, ils puissent lire pour pouvoir bien comprendre. Donc, c'est la méthode, en fait, que j'ai voulu utiliser. Il faut qu'ils puissent être concentrés à 100% sur ce qui se fait. Le récapitulatif, après, leur sera donné sous forme de document, un peu comme ce que je fais avec vous. Avec vous, j'envoie en avance parce que certains aiment lire. Donc, ils puissent déjà commencer à lire, à prendre connaissance. Et puis, bon, ça peut envoyer certaines questions pendant la formation. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Super. Merci. Ma Mm. très chère Ève a une question. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ève. Bon, ma préoccupation serait au niveau même du langage, même du corps. Parce D'accord. que lorsque vous avez naturellement énoncé les trois piliers, Oui. le logos, le pactos et puis le tos, j'ai pas vu un langage corporel. Alors que souvent, lorsqu'on est dans un échange avec une personne, une pièce, on a, on a souvent, si vous n'avez pas une bonne maîtrise de votre corps, l'information peut paraître peu crédible à écouter en fait chez l'autre. Parce il se dit, bon, si vous titubez, si vous tremblez, si vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous échangez, par exemple, il va se dire, même si vous êtes en train de dire quelque chose de vrai, de pertinent, bon, il va être plus concentré sur vos gestes que sur votre crédibilité en fait. Donc, je ne sais pas comment peut-être maîtriser cette. Je n'ai pas vu que vous avez énoncé, vous en avez parlé, donc je ne sais pas si ce détail-là est important. Bien sûr que le détail est important. Dans le rendu du discours, il faut pouvoir maîtriser, j'ai envie de dire, le langage corporel. Il faut que ce que votre corps est en train de dire soit en adéquation avec ce que votre voix annonce. Sinon, il y a problème. Imaginez quelqu'un qui est en train de faire un discours et quand il veut dire oui et que le oui, c'est ce signe-là que sa tête fait, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, effectivement, la présentation physique compte. C'est pourquoi je disais que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut qu'on puisse bien reconnaître le moine. Et l'une des meilleures façons de le reconnaître, c'est par son habit. Donc, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc, dans tout ce qui est ethos, dans l'image de l'orateur, la crédibilité de l'orateur, bon, il va falloir qu'il puisse mettre tout ce qu'il faut comme langage corporel, même comme style vestimentaire et tout cela.
On ne peut pas aller faire un discours à une certaine catégorie de personnes et puis porter le jean. Pas que le jean n'est pas un bon vêtement, mais ça ne rentre pas partout. Souvent, même à la sécurité, même, on ne va même pas vous laisser entrer. Si on ne vous laisse pas entrer, vous n'avez même pas de possibilité de faire du discours. Donc, tout compte. Tout compte. Je crois que j'ai une question dans le chat. Est-ce que c'est bon qui avait posé la question? Ève, je crois bien. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, comment aligner les valeurs avec celles de l'auditoire? Généralement, quand vous devez faire un discours, il faut vous arranger pour avoir quelques informations sur l'auditoire, c'est-à-dire sur ceux qui seront dans la salle. Il faut avoir un minimum d'informations. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des adultes? C'est quel genre de personnes? Est-ce que ce sont des personnes malades? Est-ce que ce sont des personnes en bonne santé? Donc, vous voyez, il faut avoir un minimum d'informations sur votre auditoire. Est-ce que ce sont des personnes qui sont allées à l'école? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école? Est-ce que ce sont des personnes qui sont, j'ai envie de dire, d'un certain standing social? Donc, tout cela, vous devez le savoir. C'est un minimum en réalité que vous devez avoir. Si vous ne l'avez pas, ça va être difficile. Ça va ressembler à une femme, à une dame qui part à une soirée, qui ne sait pas c'est quel genre de soirée. Bon, peut-être que c'est un bal masqué. Elle va porter sa belle robe pour partir, alors qu'il s'agit, par exemple, d'une soirée, quel nom peut venir dans ma tête, soit soirée pyjama ou bien soirée de piscine, piscine party. Et elle va saper sur son 31. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, avant d'aller quelque part, il faut forcément avoir un minimum d'informations sur le public où l'on y va. Maintenant que nous avons fait quelques tours, je vais parler maintenant du contenu du discours parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas avec nous les précédentes fois. Donc, en termes de structure d'introduction et puis de contenu de développement, il faut que je fasse un recap de cela. Ce que vous devez savoir, c'est que le discours persuasif fait partie, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, fait partie des 4 types de discours que nous avons. Nous avons les discours informatifs. Les discours informatifs, c'est beaucoup plus tout ce qui est formation, que ce soit à l'école, les conférences, des présentations au travail ou un peu partout. Les discours divertissants, ce sont des discours qui ont pour objectif de faire rire. Nous avons aujourd'hui chez nous en Afrique plusieurs mouvements qui permettent de faire rire. Abidjan du rire, Bonjour 2024. En tout cas, il y a plusieurs émissions comme ça que nous voyons sur les chaînes de divertissement. À côté de cela, nous avons des discours où l'on cherche à modifier un comportement ou une habitude ou une attitude chez l'auditoire. C'est dans ces cadres-là que nous avons les discours persuasifs et les discours inspirants. Le discours persuasif est un discours qui touche beaucoup plus à la raison. Donc, c'est un discours où nous parlons de raison. Qui parle de raison parle de réflexion. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez constaté que notre formation est, j'ai envie de dire, beaucoup plus technique et puis parle un peu trop de logique et de raisonnement. C'est pourquoi nous avons fait le processus de raisonnement et tout, et tout, et tout. Le discours inspirant, lui, c'est un discours qui parle au cœur. C'est un discours qui fait beaucoup plus appel à l'émotion. Lorsqu'on finit de choisir la catégorie, nous, dans notre cadre aujourd'hui, nous sommes dans un discours persuasif. Il faut faire ce qu'on appelle trouver une phrase clé. Quand vous trouvez la phrase clé,
c'est cette phrase clé qui va vous guider. J'ai envie de proposer quelques thèmes et puis vous allez me faire des propositions de phrases clés dans le cadre, bien sûr, d'un discours persuasif. On va parler, par exemple, d'environnement. On va parler, donc, celui qui veut choisir l'environnement, celui qui souhaite, il choisit le climat. Et puis, comme troisième thème, on va choisir, bon, prenons l'environnement. Chacun de vous, vous pouvez écrire dans le chat, qu'est-ce que vous proposez comme thème de discours persuasif, surtout environnement. Le grand thème, c'est environnement. À vos claviers, 1 minute de réflexion et puis vous écrivez la phrase clé que vous avez trouvée. Volontaire, volontaire, volontaire. Je vois une question dans le chat. Pour une personne émotive, comment maîtriser ses émotions pendant la prise de parole? D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour parler d'environnement, nous avons une première proposition, la pollution. Nous avons une autre proposition, c'est laquelle? La déforestation. Donc, la phrase clé, comment est-ce que vous devez la formuler? Vous devez la formuler comme c'est une phrase, donc sujet, verbe, complément, qui va être assez clair, assez simple de compréhension et qui généralement doit comporter un verbe d'action. On a dit que dans le discours persuasif, on veut changer quelque chose. Donc, il faut que notre phrase clé aille dans le sens d'un changement. Donc, je vois arrêter la coupe abusive du bois, d'accord? L'importance d'un environnement sain pour améliorer la qualité de notre santé. Donc, ici, vous voyez qu'on a une phrase qui me touche déjà, arrêter la coupe abusive du bois. Donc, en simple, en clair, nous sommes dans un endroit où ce sont, je suppose, les bûcherons et nous devons faire un discours pour leur demander d'arrêter ce qu'ils font. Ça peut être des bûcherons ou bien des autochtones dans une localité. Et notre intention, c'est qu'ils puissent arrêter ou qu'ils puissent réduire le nombre d'arbres qu'ils coupent. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que vous me suivez? Donc, vous voyez que c'est assez clair. Ce n'est pas chargé, ce n'est pas touffu, et l'on comprend, on sait où l'on va. Maintenant que nous avons choisi notre phrase clé, c'est comme ça que vous devez choisir votre phrase clé. Une seule chose, simple, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand on finit de choisir notre phrase clé, il faut maintenant aller vers ce qu'on appelle le plan. Et nous avons plusieurs types de plans. Et c'est parmi ces types de plans que nous devons choisir ce que nous allons utiliser. Quels sont les types de plans que vous pouvez proposer, que vous savez? D'abord, on va faire un peu de généralité. Quels sont les types de plans que l'on peut utiliser dans un discours? Qui veut nous aider? Quels sont les types de plans que nous pouvons avoir dans un discours? Je vous écoute, des types de plans que nous pouvons avoir dans un discours. Hmm. Oui, des types de plans que nous pouvons avoir dans un discours. L'introduction, le développement et la conclusion. D'accord.
Quel plan pouvons-nous avoir dans le développement? Ben, un développement, un sous-développement. Oui, c'est en train de venir. On peut avoir une thèse et l'antithèse. D'accord. D'autres propositions de plan? Quelle structuration du développement est-ce qu'on peut avoir? Quel type de structure pouvons-nous avoir dans le développement? Je proposerais dans le développement présenter les causes D'accord. et puis ensuite les conséquences et solutions. D'accord, merci. Les causes, conséquences et puis solutions, d'accord. Ça fait partie des types, effectivement. Je vous propose un plan chronologique. On peut décider d'organiser notre développement sous forme chronologique. Chronologique, ça veut dire que ça va être basé sur le temps. Chronos, le temps. Le temps, ça peut être les années. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, dans les années 1800? Qu'est-ce qu'on faisait en 1900? Qu'est-ce qu'on faisait dans les années 2000? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Chronologique. Chronologique, ça peut être les années. Je prends par exemple les années 1960 avec les indépendances des pays africains, les années 1990 avec les changements de régime, les années 2000 jusqu'en 2010 série de coups d'État dans les pays africains, par exemple. Donc, vous voyez, le discours est séquencé en fonction du temps. Le temps, ça peut être aussi par jour. Donc, ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé à midi, ce qui s'est passé le soir. Après le séquençage chronologique, nous avons un autre type de séquençage lié à l'espace. L'espace, ça peut être les continents. L'espace même, ça peut être les planètes. Ça peut être les continents. Ça peut être les pays. Ça peut être les villes. Ça peut être dans une même ville des quartiers. Ça peut être dans un même quartier plusieurs habitations, plusieurs maisons. On peut faire un plan par thème. Les politiciens utilisent beaucoup cela. On va parler, par exemple, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan ceci, sur le plan cela. Mais on peut parler de ce que Ève a eu à dire, la causalité. Mais la causalité, l'on se limite aux causes et aux effets. Donc, causalité, cause et effet. Ensuite, comparaison. On peut faire des comparaisons. On peut comparer deux personnes. On peut comparer deux villes, deux entités, deux choses. On peut comparer deux villes. Je me souviens quelqu'un qui avait un problème de choix. Il avait deux concubines, il ne savait pas laquelle garder. Donc, c'est une comparaison. L'une est claire, l'autre est noire, laquelle garder? Donc, c'est un peu ça. Quand on veut faire comparaison, ça veut dire qu'on va choisir des éléments à l'intérieur pour pouvoir euh, être les éléments sur lesquels l'on s'appuie pour faire notre choix. Problème, solution maintenant. Donc, nous avons des problèmes d'une part et nous avons des solutions de l'autre part. Généralement, on a tendance à mélanger causalité et puis problème-solution. En réalité, il ne faut pas les mélanger. Causalité, c'est cause et effet. Donc, on commence par les effets et puis on remonte aux causes. Problème-solution, on commence par le problème et puis nous sommes tournés vers les solutions. Donc, nous proposons des solutions à ceux qui sont en face de nous. Est-ce que c'est bon pour le plan du développement?
Est-ce que c'est bon? Quelqu'un peut me confirmer si c'est bon ou bien s'il n'a pas bien compris? Attendez que j'interroge quelqu'un. J'ai- Je voudrais, Oui, Eve, allez-y. excuse, hmm, je voulais bien voir la différence entre causalité et puis problème-solution. Bon, au niveau de solution, je comprends nettement, mais euh, causalité, problème, est-ce Causalité. qu'il y a pas, Qu'est-ce est-ce, que est-ce qu'on ne saurait pas, on pourrait pas se confondre en fait ces deux types de développement? mélanger? Tu veux dire? Oui, oui. D'accord. Il n'est pas intéressant et conseillé de mélanger parce que les deux types de plans ne sont pas adaptés à la même cible. Les deux types de plans ne sont pas adaptés à la même cible. Je prends un exemple. On veut parler par exemple de salubrité. Vous êtes la présidente de votre quartier. Vous êtes en face des habitants du quartier. Vous voulez qu'ils arrêtent, par exemple, de verser les ordures dehors, les ordures et puis de, les eaux usées de maison. Est-ce que vous utilisez le plan causalité ou bien le plan problème-solution, selon vous? Ou bien, bon, je pose la question à tout le monde, hein, quel plan sied le mieux? Causalité. Causalité, d'autres propositions? Je pense que c'est problème-solution. D'accord, d'autres propositions? Je, je dirais problème-solution aussi. D'accord. Ceux qui disent causalité, pourquoi causalité? Oui, Maggie, C'est moi qui ai parlé de causalité. d'accord. Donc, pourquoi causalité? La pluie a causé des dommages et intérêts, n'est-ce pas? La pluie, je n'ai pas compris. Ce sont les habitants du quartier qui versent les ordures et l'eau. Ah, d'accord. D'accord. Pardonnez, je ne suivais pas alors. Allô? Désolé, Mhm. j'ai Ida? pensé. Oui, Moi, d'accord. je vois le problème et solution, le cas de problème et solution. D'accord. Pourquoi problème et solution? Bon, comme vous l'avez dit, on doit sensibiliser, par exemple, les habitants du quartier à ne plus verser les eaux usées et les ordures. Donc, ici, d'abord, on a un problème. Le problème, c'est verser les ordures. OK. Maintenant, on doit donner des solutions, par exemple, aux habitants de ne pas verser, que s'ils versent les ordures, ils sont confrontés à des maladies. Il y D'accord. aura des maladies et puis plusieurs choses. C'est comme ça, moi, je vois la chose. OK. Merci beaucoup. Donc, ici, on va partir sur du problème-solution. Maintenant, le même personnage, c'est-à-dire la même présidente de quartier, elle se retrouve devant la municipalité, le conseil municipal. C'est le même problème, mais on vous reçoit. Il décide de vous accorder une audience. Quel type de plan allez-vous utiliser? Par thème. Je n'ai pas entendu, Béatrice. Par thème. Par thème, d'accord. Quelle autre proposition? Quelqu'un d'autre? Oui, Emma Kwaku, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, j'allais choisir comparaison. D'accord. Qui d'autre? Qui n'a pas encore parlé même? Voici, n'a pas encore parlé. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Oui. Je suppose qu'elle n'est pas là. Est-ce que j'ai entendu la voix de Nicole? Et puis Inès aussi, je ne l'ai pas entendu encore. Oui, Nicolas a déjà pris la parole D'accord. Donc, choisis. plusieurs fois. Est-ce que tu optes pour quel type de plan? Je suis pour problème-solution. Problème-solution. Oui, parce que le problème qui est posé par rapport à l'environnement Oui. nécessite une solution.
Et c'est la solution à apporter aux habitants qui leur permettra de changer de comportement. D'accord. Et dans le problème, il faut aller jusqu'à leur montrer les conséquences de leurs actes en termes de leur santé. Et c'est à partir de là qu'ils accepteront les solutions. Donc, problème, solution va très bien comme plan. D'accord. Vous êtes parti sur le cas de nous sommes devant les habitants du quartier. Si nous sommes devant Oui. le, la municipalité, oui, docteur Loboué, allez-y. Oui, euh, alors devant la municipalité, si on veut utiliser la comparaison, D'accord. on- je- je- si on veut utiliser la comparaison, on peut faire une démonstration en montrant une ville propre et puis une ville sale. D'accord. Voici des éléments, voici des comportements à avoir ou voici des actes, des activités à mener pour que la ville soit propre. Et si rien n'est fait, voici dans quelle ville, dans quel environnement insalubre on se retrouve avec telle maladie. Donc, je pense que la comparaison aussi peut être persuasive en comparant, parce que souvent quand l'homme voit ce qui doit être par rapport à ce qui est, ça convainc un peu plus. Donc, je pense que par la comparaison, surtout étant invité à la mairie, on peut expliquer à la mairie que bon, si c'était à tel aspect, ce serait mieux que ce soit tel autre aspect. D'accord. C'est mon avis. Super. Je n'ai pas encore entendu la voix de ma VP Abiba Ouabou. Est-ce qu'elle est à côté? En attendant, je donne la parole à Dame Béatrice. Merci beaucoup. Et à Alors, côté moi, comme on est face à des élus de la municipalité, j'opte plus par thème, puisque eux, il faut leur expliquer le où, le quoi, le quand, le comment, et combien et pourquoi. Puisque D'accord. vu que ce sont des politiciens, eux, le langage qu'ils veulent entendre, c'est le coût, à D'ac- combien cela va venir et comment mettre les choses en place. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Généralement, pour notre type de discours que nous avons, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand on a du temps, on peut utiliser par thème et autres. Quand on n'a pas beaucoup de temps et que nous sommes, par exemple, devant ceux qui ne sont pas ceux qui sont les décideurs, le plan causalité parle un peu plus. Donc, du coup, on va exposer les problèmes de notre quartier. Donc, c'est ça les effets. Et puis après, on va remonter aux causes en disant à la municipalité que si jamais on verse les ordures dans les rues, c'est parce que nous n'avons pas de poubelle à proximité. C'est parce que nous n'avons pas de caniveau pour évacuer les eaux usées. Vous voyez, nous sommes beaucoup plus orientés vers les causes. Et comme c'est eux les décideurs, maintenant qu'ils savent les causes, ils ont les leviers nécessaires pour pouvoir agir, pour réduire ou bien pour éradiquer ces phénomènes-là. Donc, vous voyez, quand je suis devant mes confrères et mes consoeurs du quartier, avec eux, ce sont les solutions. Notre regard est tourné vers les solutions. Et ce sont des solutions qui sont de notre ressort parce qu'on ne va pas chercher des solutions qu'on ne peut pas implémenter. Ce sont des solutions qu'on peut nous-mêmes implémenter, qu'on peut faire, qu'on va chercher. Donc, par exemple, éviter de ceci, ou bien que chacune des maisons qui habitent le quartier puisse se trouver une petite poubelle. Vous voyez, ce sont des solutions à notre niveau qu'on cherche. Entre-temps, quand on part vers les décideurs, il faut leur montrer les causes, parce que c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les causes qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions objectives. Donc, est-ce qu'on comprend que ce qu'on soit dans problème, solution ou bien dans cause et effet, nous n'avons pas les mêmes cibles
Et comme on n'a pas la même cible, on ne peut pas mélanger les deux. Est-ce qu'on se comprend? Je crois que c'était Eve qui avait posé la question. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Voilà. Merci. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas les deux. Pas un, parce que nous avons une contrainte de temps. Et puis deux, parce que généralement, les deux cibles ne sont pas mélangées. Les deux cibles ne sont pas mélangées. Donc voici pourquoi il est bon, dans nos cadres de discours, généralement, si c'est à une cérémonie, que ce soit du quartier ou bien quel que soit où ça sera, on va vous donner maximum 5 minutes. On vous a trop donné de temps pour parler, c'est 10 minutes. Donc, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans les détails de chaque élément. Surtout que votre objectif, c'est de persuader pour modifier un comportement. Vous ne pouvez pas chercher à modifier en même temps le comportement de la municipalité et modifier le comportement de la population. Vous n'allez pas avoir du temps pour tous ces argumentaires. Donc, vous prenez ces méthodes-là qui sont assez simples et vous allez voir que votre contenu va avoir beaucoup de détails et d'informations. Bien sûr, vous prenez en compte tout ce qu'on a eu à faire au départ. Quand vous faites tout cela, on part maintenant vers l'introduction. Donc, vous voyez que le discours, on n'a pas encore commencé à écrire. Si on devait faire un discours, on n'a pas encore commencé à écrire quelque chose. Mais nous avons une idée claire de ce que nous voulons, de là où nous voulons aller. On a dit qu'on veut persuader. On a choisi notre phrase clé. Nous sommes venus dans le développement pour venir choisir le type de développement que nous allons avoir. Actuellement, nous avons choisi, par exemple, pour le cas qu'on avait, si c'est, par exemple, problème-solution, où nous sommes dans le cadre d'un discours que nous faisons devant les membres de notre quartier, est-ce qu'on va aller chercher à réfléchir sur des causes? Non. Est-ce qu'on va aller chercher à réfléchir sur ce qui se passe dans d'autres villes ou dans d'autres quartiers? Non, ça n'est pas utile. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose, un déroulement d'événements chronologiques? Non, nous n'avons pas besoin de tout cela. Comme on a fait un travail préalable, tout le reste devient assez simple et assez facile pour nous. Nous pouvons maintenant faire notre introduction facilement et simplement. Et c'est pourquoi nous allons parler maintenant de l'introduction. Quelles sont les différentes articulations d'une introduction? Quelles sont les articulations qu'on pourrait avoir pour une introduction? Les différentes articulations, qui veut nous partager quelques éléments d'articulation pour une introduction? Nous avons d'abord l'accroche, D'accord. Nous avons une accroche. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? la présentation du sujet, D'accord, la présentation du sujet. la problématique Oui, et puis l'annonce du plan. l'annonce du plan. Donc, ce sont les étapes que nous avons dans l'introduction. Je vous recommande de répéter les différentes étapes pour que ceux qui notent puissent noter. D'abord, premièrement, nous avons l'accroche, D'accord, nous avons l'accroche. Ensuite, ensuite présenter le sujet, d'accord, donc présentation du sujet. mhm, Quand on finit ça, on va maintenant à la problématique, poser le problème et puis on termine avec le plan. annoncer le Le plan. plan. Donc, on termine avec le plan. Le plan, normalement, nous avons déjà fait le plan. C'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Donc, ça veut dire dans tout ce que nous avons fait, certains éléments ont déjà trouvé leur solution. L'accroche, qu'est-ce qui peut être dans l'accroche ou qu'est-ce qui peut constituer une accroche? Plusieurs choses peuvent constituer une accroche. Nous pouvons passer par une déclaration.
par une question. Nous pouvons faire une accroche en parlant d'une généralité, c'est-à-dire de quelque chose qui se fait dans la localité ou là où nous nous trouvons. Nous pourrons faire une accroche en présentant un objet de façon physique. Nous pouvons faire une accroche en utilisant des citations ou en présentant des faits ou même en racontant une histoire. Voici tous ces éléments-là que nous pouvons avoir dans une accroche. Quand on finit l'accroche, maintenant, il faut présenter le sujet. La présentation du sujet, c'est simplement de dire ce que nous, je veux dire, ce qui nous réunit ou bien ce pourquoi nous sommes là. Donc, il faut parler du sujet à proprement dit. Oui, ma très chère Ève. Et excusez-moi, j'ai pas retenu tous les éléments d'une accroche. On peut revenir là-dessus. Il faut lire ce que tu as écrit. J'ai vu une histoire racontée. J'ai D'accord. mis une histoire racontée, Mhm. la présentation. Je crois que c'était là que je me suis arrêtée, puis D'accord. j'étais Tu un as peu distraite. beaucoup d'éléments. D'accord, donc je reprends pour tout le monde. On peut faire une accroche en posant une question, c'est-à-dire commencer par une question ou une affirmation. On peut faire une accroche en énonçant une citation. On peut faire une accroche en parlant d'une généralité. On peut faire une accroche en présentant un objet physique. On peut faire une accroche en racontant une histoire ou en présentant des faits. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Super. On présente le sujet tout juste après et quand on finit de présenter le sujet, on va poser le problème. Le problème, ça doit être une question simple. Et généralement, c'est la question qui est intimement liée à notre phrase clé. Je retourne dans les commentaires pour voir la phrase clé qui avait attiré mon attention. C'était quoi? C'était arrêter la coupe abusive du bois. Voici notre phrase clé. Quelle question est-ce qu'on peut poser qui va donner, enfin, je veux dire, qui est intimement liée à cette phrase clé? Un exemple, Oui. que savez-vous que la coupe abusive au bois détruit l'environnement? D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre a une proposition? Oui, Vas-y. j'y vais. Oui, oui, oui. La coupe abusive du bois est-elle délétère à l'environnement? Oh,
D'accord, merci pour cette contribution. Donc, on dit arrêter la coupe abusive du bois. Arrêter la coupe abusive du bois. Donc, notre question du problème ou bien de la problématique. Oui, Céline veut dire quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Vas-y. On peut poser une question pareille. Euh, Pensez-vous que nous arrêterons un jour la coupe abusive du bois? D'accord. Pensez-vous que nous arriverons à arrêter la coupe abusive Oui. du bois? Oui. Je vais Pouvez- poser une question aussi. Oui, on y va. D'accord. Moi, j'aimerais dire comme question, pensez-vous que la coupure abusive du bois devrait s'arrêter comme moi? Je n'ai pas bien compris la fin. Pensez-vous comme moi que coupe, la coupe abusive du bois devrait s'arrêter? D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, on trouve Moi, je la... voulais dire quelque chose. Oui, allez-y. Oui, la coupe abusive, quels sont les effets de la coupe abusive du bois sur notre climat ou bien sur notre environnement? D'accord. J'ai Donc, une question, j'ai en aussi plus une de question. tout ça, oui, Céline, vas-y avec ta question. Alors, la coupe abusive du bois, quelle solution? D'accord. D'accord, on peut utiliser ça aussi. Donc, vous voyez, quand on trouve la phrase clé, notre question et même tout ce que nous faisons doivent être alignés avec l'esprit de la phrase clé. Parce qu'en réalité, on veut savoir est-ce que l'on peut arrêter de couper le bois. Donc, on est devant eux. Est-ce qu'il est possible d'arrêter la coupe abusive du bois? Est-ce qu'il est possible d'arrêter la coupe abusive du bois? C'est la question qu'on pose. On sait que notre réponse, enfin, notre intention, c'est qu'ils arrêtent. Donc, on utilise ces éléments-là de notre phrase clé pour poser notre question simplement. Et quand on fait ça, on finit, on annonce notre plan. Le plan qu'on a choisi, si c'est problème-solution. Dans la première partie, on va parler des problèmes. Dans la seconde partie, on va parler des solutions, simplement. Si c'est comparaison, on va comparer nos deux entités sur le plan, par exemple, de la taille, de la forme, du teint et de ceci. Ce sont nos critères. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que ça se fait, l'introduction? D'accord. Donc, on a fait un peu beaucoup. Est-ce que jusqu'à ce niveau, on a quelques préoccupations, quelques questions? Sinon, j'ai un petit QCM pour vous. Un tout petit. Un tout petit QCM. DS, moi, Oui. je pense que je n'ai pas encore reçu la réponse à ma question C'était que quoi? j'ai marquée dans le chat. Les émotions, là. Ah oui, d'accord. Les émotions, c'est quel genre d'émotion? Comment est-ce que ça se manifeste? Bon, disons que moi, j'ai un jeune problème. Pas très grand, mais bon, important. Si les jeunes, Quand c'est je me d'abord. retrouve, mais important quand même. Quand je, quand je suis en face de l'auditoire et que je prends la parole, tout de suite, quel que soit ce que j'ai à dire ou à faire, et mes émotions transparaissent immédiatement. D'accord, Donc, je ne sais pas comment m'y prendre euh, en face à l'auditoire sans pour autant montrer toutes mes émotions que je ressens en fait. d'accord. Parce que je trouve que c'est un peu abusé.
Ok, super. Donc, plusieurs techniques. Mais avant de parler de technique, il faut que vous soyez rassurés. Parce que c'est aussi ça. Si vous n'êtes pas rassuré, vous ne pouvez pas rassurer les autres. Pareil que ce soit dans le discours persuasif comme dans le discours inspirant. Les prédispositions, c'est que vous devez vous dire que vous allez réussir. Avant de venir, mentalement, vous devez vous dire que vous allez réussir. Il y a souvent ce qu'on parle des affirmations positives. Les affirmations positives, il va s'agir de pouvoir vous répéter certaines phrases pour vous encourager vous-même. Je vais faire telle chose, je sais que je vais réussir, je sais que je vais réussir, je sais que je vais réussir. Donc, vous trouvez vous-même des phrases qui vont vous permettre de vous galvaniser. Quand vous venez devant les gens, ceux qui sont assis n'ont pas pour intérêt, ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir faire de sorte à ce que ça ne marche pas pour vous. Parce qu'ils se déplacent pour venir suivre quelqu'un qui est expert dans un domaine ou qui connaît ce qu'il va venir nous dire. Donc, ils ne viennent pas pour pouvoir perdre du temps. Donc, si eux, à qui vous allez parler, ils ont confiance en vous, pourquoi est-ce que vous-même, vous n'allez pas avoir confiance en vous et puis vous avez peur? Non, n'ayez pas peur. C'est vous qui avez la connaissance, c'est vous qui avez le savoir, c'est vous qui venez partager quelque chose avec eux. Donc, il faut que vous vous dites que vous pouvez. Quand vous finissez de vous dire que vous pouvez, naturellement, vous avez déjà travaillé sur le contenu. Vous avez répété plusieurs fois. Ne faites pas comme des gens qui veulent apprendre par cœur leur discours. Non, si vous apprenez par cœur et que le jour J, quand vous êtes en train de venir sur l'estrade, votre pied cogne l'une des marches de l'escalier. Je ne dis même pas que vous êtes tombé. Votre pied cogne simplement l'une des marches de l'escalier. Tout va partir. Je vous assure, tout va partir. Absolument. Donc voilà. Comment vous avez fait? Vous avez su exactement. En général, j'essaie de faire comme une rétention d'idées. Je vais tout mémoriser en fait. C'est l'erreur à ne pas commettre. Ok. C'est l'erreur à ne pas commettre parce que si, comme je l'ai dit, Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça arrive à beaucoup de personnes. tout est parti. Quand je dis tout est parti, là, tout va absolument. C'est-à-dire, le cerveau est mélangé. Quand vous venez vous arrêter, vous ne savez plus par quoi commencer. C'est exactement ça. Je vais vous montrer la technique. D'abord, vous venez confiant. Si on vous appelle, que vous êtes loin, même si on vous dit venez vite, ne venez jamais vite. Oui, ne venez jamais vite parce que les petites secondes que vous allez prendre pour marcher vite là, je vous assure, surtout quand on vous dit venez vite, le rythme cardiaque passe de, je sais pas, 120 ou bien je sais pas combien est la normale là, multiplié par 2. C'est stress en même temps qui est venu. Vous voyez? Donc, même si on vous dit venez vite, marchez doucement. Tant que vous n'êtes pas sur le podium, on ne va pas vous donner le micro. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Venez lentement, marchez bien. S'il y a des marches, montez et puis vous êtes en haut. Quand on vous donne la parole, commencez à parler. Ne vous excusez pas pour votre retard. Ne vous excusez pas pour ce que vous avez porté. Ne vous excusez pas pour ce que vous allez dire. Commencez. Parce que quand vous commencez par vous excuser, on dit quoi en droit? Qui s'excuse s'accuse. Donc, quand vous commencez par votre discours, on vous a appelé, on vous a félicité. Oui, voilà, la grande Koulibaly Barakissa, elle est ceci, elle est cela, tant, tant, tant. Et toi, tu viens, au lieu de parler, c'est excusez-moi, bon, j'ai mal dormi, ma gorge me fait mal, ma voix ne sort pas bien, mais on s'en fout de votre voix. On s'en fout de où vous avez dormi et de comment est-ce que vous avez dormi. Parlez. Commencez avec votre accroche. Et on le dit bien, accroche. Mais si vous n'utilisez pas l'accroche pour accrocher les gens, qu'est-ce que vous allez utiliser? Des excuses? Non. Vous venez, vous êtes confiante. Vous savez que vous allez réussir. Vous entamez votre discours directement. Le discours ne doit pas être mémorisé par cœur. Même si vous avez appris étant à la maison
N'utilisez pas le par cœur parce qu'il y a des gens, avant de venir parler, ils sont dans le couvent en train de réciter. Oui, patati patata. Et puis là, il récite, il récite, il récite. Quand on le salue, même, il n'entend pas, il récite jusqu'à, il peut réciter 50 fois son discours. Vous faites ça, vous avez tout gâté. Vous n'avez même pas besoin de, le jour J dans la salle, vous n'avez même pas besoin de regarder beaucoup. Vous partez avec vos notes au public, au lutrin. Et les notes, comment est-ce que vous devez les faire? Je regarde rapidement si j'ai un exemple de discours ici. Mais vos notes, vous devez mettre les idées essentielles en gras. Vous mettez les idées essentielles en gras, c'est-à-dire dans votre texte là, vous devez vous arranger pour que les grandes idées soient en gras ou dans une autre couleur. Voilà, j'ai trouvé un de mes discours que j'ai eu à faire. Je vais vous montrer. Comment est-ce qu'on fait? Le discours est entièrement écrit. Voici le discours. Est-ce que vous voyez? Il faut que j'augmente un peu. Est-ce que vous voyez mon discours? J'augmente un peu. On peut me confirmer qu'on voit? Oui, c'est correct. D'accord. Oui, on va Et donc, bien. vous voyez, c'est mon introduction qui est là. Pas beaucoup. Dans le développement, est-ce que vous voyez que certaines parties sont en gras? C'est un discours que j'ai voulu faire en suivant le plan chronologique. Donc, c'est pourquoi vous voyez que partout où j'estime que quelque chose doit attirer mon attention, j'ai mis en gras. À côté de cela, j'ai fait quoi? J'ai mis d'autres en italique et puis avec une autre couleur. Est-ce que vous remarquez cela? Oui. Ça veut dire quoi? Quand je suis au lutrin, que je suis en train de prononcer mon discours, je lève la tête pour parler. Parce que c'est souvent ce qui fatigue. Quand le discours est compact, que vous levez la tête, quand vous baissez la tête, vous ne savez plus où vous étiez. Surtout que là, de là où vous étiez, avec ce que vous avez dit, quand vous avez levé la tête, il y a un décalage. Vous ne savez pas comment revenir pour tomber pile poil là où vous devez être. C'est pourquoi vous utilisez ces méthodes-là, soit la couleur, soit le gras. Ça fait que si je parlais d'un argument, par exemple, quand je reviens, je ne suis pas obligé d'aller continuer sur le même argument parce que quand j'ai levé la tête, j'ai développé. Quand je viens, je cherche l'argument suivant. Et comme l'argument suivant est en gras, ça fait que l'œil capte cela plus rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Visuellement, c'est plus facile de se retrouver Oui. dans un texte de ce genre. À côté de cela, avant de venir au lutrin, vous pouvez agrafer vos discours et vous les numéroter. Numérotez-les et puis vous agrafez. Mais quand vous arrivez, dégrafez-les ou bien avant de venir au lutrin, dégrafez-les. Je demande de les agrafer pour que ça reste en un seul morceau le temps que vous allez prendre pour réviser parce que certains se perdent après. Une feuille reste quelque part et puis il ne sait pas où ça est. Les gens ont transpiré sur à cause d'affaire de feuille qui est restée. Imaginez une autorité qui vient faire son discours, sa feuille, tout son discours reste dans la main de l'assistante qui trébuche. Donc, tout verse. Quand on ramasse là, il y a des autres documents. Ce n'est pas notre. On lui donne, il part, au lutrin. Il passe son discours. Et puis, il y a une feuille qui manque. Les gens ont vécu ça. Et on a vu. Donc, c'est pourquoi vous devez connaître votre discours d'abord. Et puis, ensuite, si vous faites ces marqueurs-là, comme il y a des marqueurs pour vous aider, pour vous guider, la probabilité pour que vous vous trompiez baisse. Et vous partez confiant ou confiante parce que vous savez que vous avez bien préparé votre discours, vos notes aussi ont été bien écrites, et puis vous ne superposez pas. Pourquoi est-ce que je dis de dégrafer? Vous devez dégrafer parce que si vous avez un discours sur plusieurs pages au lutrin ou au pupitre, ce n'est pas intéressant de glisser la page comme ça. Ça va faire fiat, tous les micros vont enregistrer tout le bruit. On sait que vous êtes en train de passer d'une feuille à une autre. Vous les superposez, vous déposez page numéro 1, page numéro 2 à côté. Du coup, pour passer de la page numéro 1 à la page numéro 2, vous ne glissez pas de page, vous ne tournez pas de page.
puisque les deux pages sont posées directement comme ça devant vous. S'il y a 3 ou 4 pages, quand vous quittez ici, que vous arrivez ici, vous ne faites que glisser la page qui est dessus pour aller couvrir ce que vous avez déjà lu. Est-ce que vous voyez la technique? Donc, vous glissez simplement la page qui est dessus pour aller vers je veux voir, par exemple, la page numéro 3. Donc, je glisse la page numéro 2 pour que ça quitte là, pour que je puisse voir la page numéro 3. Tout ça, ce sont les techniques qu'on utilise lorsqu'on est au lutrin pour délivrer un bon discours sans que les autres ne sentent que quelque chose est en train de se passer. En ce moment-là, ils ne sont pas concentrés sur les feuilles que je suis en train de tourner. Et puis, ça fait tu as, vous voyez, non? C'est vraiment bizarre. Et puis, bon, tout le monde vous regarde. C'est pas intéressant. Oui, ma très chère Nicole a une préoccupation, je la prends. Oui, oui, j'ai une préoccupation. J'ai bien suivi ce qui a été développé pour nous aider tous à bien présenter sans stress. Mais j'ai l'impression que très souvent, quand on le fait comme ça, les évaluateurs de discours relèvent. Il y en a qui disent carrément de venir au lutrin sans notes. Et dans les recommandations, ils disent répéter, répéter plusieurs fois. Et ce qu'on entend la plupart du temps, c'est 40 fois. Vous pouvez répéter jusqu'à 40 fois et venir sans notes afin de nous permettre de voir votre belle gestuelle. Alors, ce cas-là qui est développé, si c'était admis à Toastmasters, ça aiderait beaucoup, beaucoup à aller de l'avant. Parce que c'est lorsqu'on finit d'écrire, le temps de répéter, 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 de s'approprier correctement le contenu avant de venir, ça prend un bout de temps et ça peut ralentir l'évolution dans le parcours. Mais si c'était un discours professionnel où vous devriez représenter, par exemple, votre patron à un événement spécial, là, ça peut y aller. Vous avez les gras et les en couleur, comme vous venez de le dire, et dès que vous soulevez la tête, vous revenez, vous tombez pique là où vous étiez arrêté. Un discours professionnel devant une assemblée. Mais à Toastmasters, on a remarqué que tout le temps, il parle de vous êtes venu au train avec votre note et répétez pour éviter, etc. Donc, je voudrais faire cette différence. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas pour éviter d'être distingué par les évaluateurs de discours? Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. Vous savez, même à Toastmasters, nous ne sommes, j'ai envie de dire, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux, heureusement. Et certains ont tendance à copier à chaque fois sur les autres, surtout quand il s'agit d'évaluation. Les techniques sont les mêmes partout, qu'on soit dans le monde professionnel ou non. Répéter un discours 40 fois, j'avoue que je n'ai jamais entendu cela. Je ne crois pas qu'un manuel Toastmaster l'ait déjà dit. Et comme moi-même, je suis membre Toastmaster, je ne pense pas que Toastmaster ait dit de faire un discours sans notes. Je n'ai pas vu. Je dis que je n'ai pas vu. Il y a certains projets où on vous demande de faire l'effort de faire le discours sans notes. Mais ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une obligation. Pour dire, si tu n'as pas fait de discours sans notes, c'est comme si tu n'as pas validé ton projet. Si vous avez un projet qui le stipule, montrez-moi, peut-être que je ne suis pas encore tombé là-dessus. Donc, les évaluateurs vous disent ce qu'eux, ils ressentent. C'est l'évaluation de l'évaluateur. C'est lui son point de vue. Si lui, il estime qu'il faut faire un discours 40 fois, qu'il faut répéter le discours 40 fois, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est sa méthode. Est-ce qu'on se comprend? C'est sa méthode. Mais moi, en tant que formateur, je donne les éléments qui peuvent servir à tout le monde et qui vont être simples. Comment faciliter la chose pour que le maximum de personnes se sentent à l'aise? Ces méthodes que je suis en train de vous apprendre là, ce sont les mêmes méthodes que moi j'utilise. Ce sont les mêmes méthodes que moi j'utilise. Nous n'avons pas tous les mêmes mémoires. Moi, par exemple, si je vais répéter 40 fois le discours, je vous assure, je ne peux même pas même. Et puis, je n'ai jamais fait ça même.
Les grandes lignes, ça me suffit. Ce n'est pas un concours. Quand c'est un concours, si j'ai bien fait ma structure, comme ma structure est simple, c'est pourquoi, quand on remonte auparavant, j'ai ma phrase clé. J'ai le plan de mon discours en tête. J'ai la structuration de l'introduction. Est-ce que je vais me tromper? Non, je ne vais pas me tromper puisque je suis une structure logique. La structure est déjà dans mon esprit. Le reste, ce sont des jeux de mots, simplement. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire. Si là-bas, les uns et les autres vous demandent de répéter 40 fois, mais c'est eux leur technique. Si eux, ils font ça, ça marche, ça ne veut pas dire que forcément avec vous, ça va marcher, mais une méthode qui est simple, qui peut passer partout, c'est ce que moi, je vous montre là et c'est ce que j'utilise. Parce que moi, je sais que je n'ai pas une bonne mémoire pour écrire et puis retenir tout et puis aller répéter. Ça va faire trop de gymnastique pour mon petit cerveau. Est-ce que c'est bon, Nicole? Oui, 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 c'est bon, ça peut aller. D'accord, super. Mm. Oui, Baratita voulait dire quelque chose? Oui, j'ai une question encore. D'accord. Euh, Dites-moi, quand on doit faire un discours Oui, body language, quel, d'accord. quel genre de discours est-ce qu'on peut faire pour cette performance? D'accord. Faire un discours body language, ça veut dire quoi? Utiliser plus la gestuelle et puis la variation vocale, tout ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je C'est- dois dire? Je ne comprends pas trop bien. Maintenant, je ne sais pas s'il y a... Non, d'accord, je reprends. Je veux savoir quel type de discours pourrait être adapté. D'accord. Quel type de discours pourrait être adapté? Je ne Voilà. sais pas trop, je ne peux pas donner de type de discours, mais si Mhm. c'est... Je crois qu'après, peut-être on peut échanger là-dessus, vu qu'ici, on est en train de parler de discours persuasifs. Ok, d'accord, c'est Ne compris. parlez pas forcément de discours persuasifs. Non, pas forcément. D'accord. Donc, on pourra échanger Ok, ça après en inbox. d'accord, d'accord, merci. Maintenant que nous avons terminé, je vois que vous êtes vraiment très engagés. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Ça me plaît. J'ai préparé un tout petit quelque chose pour vous que je vais vous présenter avant que on ne se dise au revoir. Je crois que je partage mon écran. Vous allez répondre à ces petites questions-là dans le chat que je suis en train d'ouvrir chez moi maintenant. Donc, en fonction de ce que nous avons fait, quels sont selon vous les trois piliers fondamentaux de la persuasion dans un discours? Vous mettez un pour la question un et puis vous mettez la réponse, si c'est A, si c'est B ou si c'est C. Chacun écrit donc à votre clavier. Nicole a répondu A. Qui d'autre? A pour Béatrice, A pour Ève, A pour Raïs et Koulibaly. Qui d'autre? Loboué A. OK, d'accord. Donc, question numéro... Bon, la bonne réponse, c'est effectivement la réponse A. Ah, ma très chère Abiba est là, super. Je ne l'avais pas entendu. Question numéro 2. Dans quel cas est-ce qu'on utilise le raisonnement inductif, si on se souvient? Réponse A, pour démontrer un principe général en partant des cas particuliers. Réponse B, pour montrer qu'un cas particulier est vrai pour tous les cas similaires. Réponse C, refuter un argument avec contre-exemple. Pour ne pas qu'on se mélange, mettez 2 avant de répondre, sinon je risque de ne pas savoir à quoi vous avez répondu. Soulignez les émotions D
associé à un sujet. Les réponses à vos claviers, à vos claviers, à vos claviers. Deux A, d'accord? Deux A, deux A, deux A, deux A. La bonne réponse est effectivement la réponse A. Donc, pour démontrer un principe général en partant des cas particuliers, voilà. Le raisonnement inductif part d'exemples spécifiques pour aboutir à une conclusion générale. Bravo à vous. Question numéro 3. Parmi les erreurs de logique suivantes, laquelle consiste à présenter seulement deux options comme les seules possibles? Je me suis arrêté là-dessus quand je présentais le PowerPoint. Donc, à vos claviers, répondez. Répondez, répondez, répondez. Je vois 3C. 3C. Tout le monde a bien suivi, c'est bien. 3C aussi pour tout le monde. Super. La réponse est effectivement le 3C. Faux dilemme. La question numéro 4. Dans un discours persuasif, quelle technique aide le plus à établir l'éthos de l'orateur? Donc, la crédibilité. C'est la question numéro 4. La question numéro 4, la crédibilité. La crédibilité. Ah, ici, les réponses ne sont pas les mêmes, hein. La crédibilité, les autres, on vous attend. Oh, il y a plusieurs réponses ici. La crédibilité, la bonne réponse, c'est la réponse B. Citer des statistiques, des études fiables. Cela établit la crédibilité de l'orateur. La question numéro 5. Quelle est la meilleure façon d'utiliser le logos dans un discours? Quelle est la meilleure façon d'utiliser le logos dans un discours? On dirait que je n'ai pas encore eu de nouvelles de ma très chère Samira. Est-ce que tu es là, ma déesse? Question numéro Je 5. suis là, je suis là. Ah, d'accord, super. Comme je ne te sens pas, Si, si, je suis là. quelle est la meilleure façon d'utiliser le logos dans un discours? Cette fois-ci, nous sommes dans le logos. Le logos, tout le monde a la même réponse. 5A. Présenter des faits et données qui soutiennent logiquement l'argument. La bonne réponse, c'est effectivement la réponse A. Présenter des faits et données qui soutiennent logiquement l'argument. Question numéro 6. Quel est l'objectif principal d'un argument basé sur le raisonnement déductif? Quel est le principal argument basé sur le raisonnement déductif? Le raisonnement déductif. Quel est le principal objectif d'un argument basé sur le raisonnement déductif? Je vois 6A, 6B, 6B. La bonne réponse, c'est la réponse B, effectivement. Bâtir
de prémices générales pour arriver à une conclusion spécifique. C'est bien ça ce qu'on avait dit sur la déduction. Question numéro 7. Le sophisme de la pente glissante. Le sophisme, on a dit que c'était les erreurs. Donc, de la pente glissante consiste à réponse A, B, C ou D. La pente glissante. La pente glissante, on dirait que je suis passé dessus. Hein. Je suis passé rapidement dessus. Donc je crois bien. D'accord. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Présumer qu'un événement conduira nécessairement à des conséquences extrêmes, comme la loi de Murphy. 8e question. Lors de la réfutation d'un contre-argument, il est important de... Bon, cette partie-là, on n'a pas trop vu, mais je sais que vous pouvez répondre. Lors de la réfutation d'un contre-argument, ça, en ce moment, on est dans le cadre d'un débat, il est important de... Il est important de... Vos réponses B. Ogay, 7B, 7B. Pardon, 8. Nous sommes à 8 plutôt. 8, 8. Donc, je vois 8A, 8B. La bonne réponse, c'est la réponse B. Présenter brièvement le contre-argument avant de démontrer sa faiblesse. La dernière question. La question 9. Quelle technique renforce le pathos, cette fois-ci, dans un discours persuasif? Le pathos. Le pathos. Question 9. Le pathos. Qu'est-ce qui renforce le pathos? Si vous vous souvenez, le pathos. Le pathos, tout le monde a la même réponse. Une personne a une réponse contraire. La bonne réponse, c'est la réponse C. Faire appel aux émotions et aux valeurs personnelles de l'auditoire. Et on termine avec la dernière question. Quel type de raisonnement serait le mieux adapté pour un discours qui vise à encourager les étudiants à adopter une meilleure habitude d'étude? Quel type de raisonnement serait le mieux adapté pour un discours qui vise à encourager les étudiants à adopter de meilleures habitudes d'études? Quelle sera la bonne réponse? Raisonnement inductif basé sur des exemples de réussite de d'autres étudiants. Raisonnement déductif partant d'une règle générale de l'apprentissage. Raisonnement par analogie ou bien raisonnement par l'absurde. 10B, qui d'autre? 10B, qui d'autre? Qui d'autre? 10B, 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 qui d'autre? Qui d'autre? « 10A. Et la bonne réponse, 10A encore, 10A, 10C, la bonne réponse, c'est la réponse A. Raisonnement inductif basé sur des exemples de réussite d'autres étudiants. Bravo, en tout cas, à vous. Bravo, bravo, bravo. Merci pour cette belle masterclass. Je suis spécialement content, surtout pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était super technique. Mais vous êtes resté jusqu'à la fin et surtout, vous avez participé dans tout ce qui augmente encore mon niveau de joie. Mes joies étaient en morceaux, maintenant c'est devenu la joie. J'ai envie de donner la parole à quelques personnes. Je vais arrêter d'abord l'enregistrement et puis prendre vos avis.